Voilà, c'est parti. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. Je suis heureux de vous accueillir pour cette troisième partie des webinaires ScholarVox Université du mois de mai qui va être consacrée à la séance aux sciences. Alors, c'est un numéro un peu particulier aujourd'hui car j'ai le plaisir de partager cette séance avec les éditions John Libet qui vont être représentées par Valérie Berland et puis Nelly Ricardo. Elles seront accompagnées par des auteurs qui sont publiés par John Libet, qui viendront présenter leurs ouvrages mais en troisième partie de séance. Alors, il y aura tout d'abord Frédéric Annet pour son ouvrage Urge de garde 2021-2022. Il y aura Jean-Baptiste Rieux pour l'ouvrage Cytologie des hémopathies malignes. Et puis enfin, deux auteurs pour l'ouvrage La révolution biotechnologique et la médecine de demain, c'est Frédéric Ducancel et Benoît Schneider. Donc, la précédente séance, elle avait eu lieu le 25 mars de présentation des nouveautés. La prochaine aura lieu déjà le 13 juillet. Donc, il y aura une petite séance le 13 juillet, toujours à 11 h, heure de Paris. Et puis, vous pouvez retrouver, comme à l'accoutumée, eh bien, toutes les séances sur notre chaîne YouTube. Alors, celle-ci, celle qui est en train d'être enregistrée, elle sera disponible dès la semaine prochaine avec en description du replay de la vidéo tous les liens qui vont être présentés aujourd'hui. Donc voilà, donc la semaine prochaine, vous pouvez retrouver déjà la précédente séance aussi, celle du 25 déjà sur notre chaîne YouTube. Voilà. Alors au niveau du programme, c'est assez simple. On va faire une première partie qui, elle, va être assez classique. Je vais commencer par faire une petite sélection de titres de sciences, d'informatique, de STAPS. Ensuite, je donnerai la parole à Valérie et Nelly qui présenteront les éditions John Libet. Et puis, un troisième temps qui va être le temps de parole des auteurs. Donc, les quatre auteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure qui vont présenter trois titres. Il y aura un moment de questions-réponses. Donc, vous pourrez intervenir soit par écrit après, en fin de séance, pour poser vos questions soit à l'éditeur ou aux auteurs, ou je pourrais ouvrir les micros éventuellement à ce moment-là si vous voulez prendre la parole. Voilà. Donc, on va commencer. Alors là, je vais débrancher ma caméra pour partir sur la présentation, on va dire, classique. Et après, je laisserai la parole aux gens de John Libet. Vous l'avez bien compris. Allez, je vous dis à tout de suite. Hop là. Hop, je vais commencer donc par la sélection sciences de ce mois de mai. Donc, j'ai sélectionné 12 titres pour aujourd'hui. Je vais faire un focus que sur deux d'entre eux. Alors, je vais commencer par un ouvrage qui a été publié hop là, aux éditions Duno. C'est le mémo visuel de chimie organique. Alors, c'est sous la direction de Jacques Madaluno, qui est directeur de recherche au CNRS de l'Université de Rouen. Il est également directeur de l'Institut de chimie. Je vais vous montrer un peu mieux l'ouvrage. C'est la troisième édition pour ce titre qui est destiné avant tout aux licences, aux prépas et aux CAPES. C'est un aide-mémoire qui est qui présente à peu près 180 fiches qui regroupe bien tous les thèmes issus autour de la chimie organique. Donc, on retrouve aussi bien dedans de la médecine, de l'agroalimentaire, de la cosmétique, biotechnologie ou encore pharmacie. Voilà, c'était le premier titre sur lequel je voulais mettre l'accent aujourd'hui. Ensuite, toujours chez Duno, l'ouvrage Hydrogéologie, objets, méthodes et applications. Alors, il y a trois auteurs qui ont travaillé sur cet ouvrage, c'est déjà sa 5e édition. Il y a tout d'abord Éric Gilly, qui est professeur de géologie à l'Université de Paris 8, Christian Mangan, qui est lui hydrogéologue et expert judiciaire, et enfin Jacques Mudry, qui est lui professeur à l'Université de Franche-Comté. Donc là, on est sur un ouvrage qui va être à destination des licences 3, des masters, des CAPES et pour l'agrégation. C'est donc un ouvrage qui explique, un manuel, ce qu'est l'hydrogéologie, donc la science des eaux souterraines, qui a pour objectif de planifier au mieux l'exploitation des ressources. L'ouvrage est découpé, on va dire, en 5 grandes parties. Il y a tout d'abord les notions d'hydrogéologie, les outils et méthodes de l'hydrogéologie, la ressource en eau, l'usage et l'exploitation, l'hydrogéologie du génie civil, et puis une partie de conclusion qui va être avant tout avec les facteurs socio-économiques, avec l'aide d'exemples sur l'exploitation des eaux souterraines.
Voilà pour la partie science. Donc là, j'ai sélectionné 12 titres, j'ai mis un petit focus sur deux d'entre eux. Donc il y a le mémo visuel de chimie organique et puis l'ouvrage de hydrogéologie. Je vais passer maintenant aux ouvrages en informatique, avec le premier qui est ici. C'est Python pour la data scientist, des bases du langage au machine learning. C'est de Emmanuel Jakubowicz, qui est data scientist et développeur et formateur Python également. Il est aussi docteur en statistiques appliquées. Et ben, l'ouvrage, lui, est assez simple, hein. C'est comment utiliser Python en data science, comment coder en Python, comment préparer ses données aussi, créer des visualisations attractives, et puis appliquer des modèles de machine learning et de deep learning, puis enfin passer aux environnements big data. J'ai bien coupé ton téléphone. Je l'ai mis en son. Hop. Autre titre, c'est l'apprentissage artificiel, concept et algorithmes de Bayes et Hume au deep learning. Alors, il y a 3 auteurs qui ont travaillé sur cet ouvrage. C'est sa 4e édition déjà. Il y a tout d'abord Vincent Barra, qui est professeur à l'Université de Clermont-Ferrand. Laurent Miclet, qui est professeur d'informatique à l'ENSAT. Antoine Cornier-Jolle, qui est professeur d'informatique à AgroParisTech. C'est un ouvrage qui est à destination des étudiants en Master 1 et 2 et aux étudiants d'école d'ingénieurs qui cherchent un ouvrage de référence sur l'intelligence artificielle. L'ouvrage est découpé en 7 grandes parties, avec par exemple qu'est-ce qu'une machine apprenante, et puis les différents types d'induction qu'on induit je dirais, dans une machine apprenante, donc comme l'hypothèse ou encore le critère inductif. Ça était dans les paramètres du son, je ne sais pas pourquoi. Parce que j'ai rien modifié moi par rapport Alors, à ensuite, vous pouvez retenir donc pour la partie informatique Python pour le data scientist et puis apprentissage artificiel. toujours comme ça. Je vais passer maintenant à la dernière partie de ce matin qui va être consacrée aux STAPS. Donc 6 titres et je vais mettre l'accent encore sur 2 d'entre eux. Bon, je vais essayer. Tout d'abord, pourquoi le football Ouais. de Stéphane Flocari, c'est publié aux Belles Lettres. Alors, Stéphane Flocari est professeur de philosophie au lycée Martelin-Berthelot à Saint-Maur-des-Fossés, mais également à l'INSEP. Et l'ouvrage est un peu plus ludique, hein, évidemment, c'est Le temps d'un match improbable. L'auteur fait jouer Platini et Jankélévitch, Pelé et Pasolini, Cantona et Sioran. C'est un ouvrage qui présente à la fois l'histoire philosophique et populaire du foot, une histoire qui unit à la fois les hommes autour donc du football. Un ouvrage vraiment sympa et intéressant. Dernier titre pour les STAPS, en plus de la sélection. Évidemment, ce que je n'ai pas précisé, c'est que toutes les personnes qui participent aux séances, vous retrouverez dans les liens que je vais vous envoyer l'ensemble des sélections qui ont été présentées. Donc, c'est entre l'université et l'école. C'est publié auprès de l'université de Laval. Alors, le sous-titre est assez pompeux. Donc, c'est la temporalité dans l'alternance en formation professionnelle en enseignement d'éducation physique. Cet ouvrage a été écrit sous la direction à la fois de Cécilia Borges, qui est professeure à l'Université de Montréal dans le programme d'éducation physique et de santé, Benoît Lenzen, qui est professeur à la faculté de psychologie à l'Université de Genève, et Denis Loison, qui est maître de conférence TAPS et INSPE à l'Université de Bourgogne. Donc l'ouvrage, il a, je dirais, une double fonction. Il va être à la fois à destination des professeurs de STAPS et aussi des étudiants en STAPS dans l'accompagnement de ces étudiants qui vont commencer à faire des stages de profs dans les collèges, dans les lycées. Et comment ils organisent leur temps entre l'université et leur passage à l'école. Donc on est vraiment sur un ouvrage qui parle de la gestion du temps entre l'université et le milieu scolaire. Donc voilà pour la partie STAPS. Donc vous pouvez retenir pourquoi le football et puis entre l'université et l'école. Voilà, j'ai fini ma présentation de nouveautés qui a été un peu plus rapide évidemment que d'habitude parce que le but c'est quand même de laisser la parole aux personnes de chez John Libet. Donc je vais modifier mon écran
Et je vais donner la parole maintenant. Hop, ça a dû changer, c'est bon. Vous pouvez remettre vos caméras, Nelly et Valérie. Je vais vous laisser la parole, s'il vous plaît. Et mettre votre son aussi. Hop, Voilà. voilà. Bonjour. Oui, bonjour. Alors merci Jean-Pierre de nous donner cette opportunité de présenter notre maison d'édition. Alors, pour présenter la maison d'édition John Libet, c'est un éditeur indépendant français dont l'origine remonte à 1983 quand Gilles Kahn, son actuel président, directeur général, fonde la filiale de la maison mère qui est donc londonienne. Depuis près de 40 ans, les éditions John Libet ont constitué un catalogue d'ouvrages et de revues à destination de la communauté médicale et scientifique. Un grand nombre de projets ont pu s'appuyer aussi avec le soutien d'un grand nombre d'institutions françaises dans le domaine de la recherche scientifique et médicale comme l'INSERM, le CNRS ou encore la Haute Autorité de Santé. Nos ouvrages et revues ont pour objectif de répondre aux besoins en matière de formation continue et d'actualisation des connaissances. Notre savoir-faire, c'est développer aussi l'établissement donc d'applications qui, pour certaines, sont élaborées en partenariat avec des institutions ou des établissements de santé. C'est notamment le cas d'une application sur la douleur qui a été élaborée en partenariat avec l'hôpital Saint-Joseph, ou des applications qui, par rapport aux besoins aujourd'hui manifestés par nos lecteurs, viennent compléter, enrichir des supports papier. Donc là, en l'occurrence, il s'agit de l'application pour le guide Urge de garde, dont le professeur Apney nous parlera un petit peu plus tard. On a donc une production éditoriale qui couvre un grand champ relativement large de spécialités, de disciplines médicales, comme l'anesthésie et réanimation, l'urgence, l'hépatogastro-entérologie, la pédiatrie, la cancérologie, la psychiatrie, la dermatologie notamment. On occupe une place importante sur la scène internationale grâce à des ouvrages spécialisés en épilepsie et en neuropédiatrie et qui sont principalement publiés en langue étrangère, et grâce aussi au soutien, à la proximité avec la Ligue internationale contre l'épilepsie. Donc, cela se fait en parallèle aussi à notre revue Epileptic Disorders qui existe en format numérique à présent et en langue anglaise. Voilà. Donc moi, je vais vous faire un petit point rapide sur notre partie revue. Donc, à notre catalogue, nous avons 23 revues, dont 18 de spécialité médicale et 5 dans le domaine de la biologie et de la recherche. Ce qui incarne JLE dans le paysage éditorial, c'est son expertise des sujets traités dans chacune de nos revues, des comités de rédaction, des comités de lecture avec des spécialistes reconnus dans chacun de leurs domaines. Certaines de nos revues sont organes officiels de prestigieuses sociétés savantes en France, mais également à l'international. Je vais citer donc la revue Hépato-Gastro-Entérologie et Oncologie digestive, qui regroupe à elle seule 5 sociétés savantes, assez exceptionnel pour une revue, dont la Société nationale française de gastro-entérologie, et puis la Société française d'endoscopie digestive, le Club du pancréas. Sont également concernées des revues en orthodontie, en hématologie, en cancérologie, en biologie, en cancéro et en psychiatrie, bien évidemment. Nous sommes également fiers d'avoir pu indexer beaucoup d'entre elles à Medline, notamment. Nos 2 dernières indexations ont été obtenues sur des revues françaises qui sont GPNV, c'est-à-dire gériatrie et psychologie, neuropsychiatrie du vieillissement, il y a 10 ans de cela.
Et puis, plus récemment, en 2019, la revue Virologie. Voilà, toutes nos revues ont des archives plus ou moins non accessibles. Voilà, accessibles sur notre site pour tous les abonnés. Voilà. Je laisse à nouveau la parole à Nelly. Juste pour recompléter, Valérie a présenté donc la partie revue. Pour revenir, nous, sur la partie ouvrage. Donc, les éditions Jolivet, c'est un catalogue de près de 600 titres pluridisciplinaires qui s'enrichit chaque année d'une vingtaine de nouveautés et qui se destinent prioritairement aux professionnels de santé qui sont en activité hospitalo-universitaire ou en libéral, aux chercheurs, aux scientifiques, mais également pour certains titres phares aux étudiants. Nos collections sont portées par des auteurs de renom qui bénéficient d'une forte reconnaissance dans leur domaine. Et notre catalogue est incarné par 5 marques. La marque Arnett, particulièrement réputée dans le domaine de l'anesthésie, réanimation et de l'urgence. La marque Douin pour des spécialités comme la dermatologie, la pédiatrie, l'hépatogastro ou même la santé mentale, et avec une ouverture récente avec la collection La personne en médecine dans le domaine des sciences humaines et sociales. Le domaine des Douin, pardon, pour revenir sur Douin, également sur le marché des étudiants en sciences et plus spécifiquement avec la collection biosciences et techniques, puisque Monsieur Ducancel et Schneider nous en parleront un petit peu après, et également la marque Pradel sur des ouvrages fondamentaux bien connus donc des universitaires comme le Neurosciences ou encore le guide de l'examen clinique, un ouvrage de référence puisque nous en sommes aujourd'hui à publier un certain nombre d'éditions. Donc, je vais juste conclure sur la marque John Livet Eurotext, puisque c'est elle qui porte cette maison d'édition, qui s'est plutôt incarnée dans le domaine donc de l'épilepsie, avec des ouvrages en anglais principalement, comme je le présentais tout à l'heure, et un certain nombre donc de collections rattachées à la revue Epileptic Disorders. Alors, je n'oublie pas non plus donc le MAPAR, qui est donc la publication triennale de la Société savante du département d'anesthésie de réanimation de l'hôpital de Kremlin-Bicêtre, dont nous avons la diffusion donc tous les 3 ans. Ces ouvrages se déclinent en différents formats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous déclinons un format traditionnel papier sur des formats standards ou de gros traités, de gros volumes proches de traités, ou à contrario sur des guides pratiques en format poche pour répondre à un besoin d'accès à une information instantanée ou pour accompagner la pratique quotidienne. Et c'est d'ailleurs dans cet esprit qu'avait été conçue la collection Urge, dont le best-seller Urge de garde vous sera donc présenté par le professeur Alnet. Et on retrouve également cette approche très synthétique, didactique et très illustrée dans Dernier Venu, qui est donc Cytologie des hémopathies malignes du docteur Jean-Baptiste Rieux. Voilà. Alors, notre offre papier est élargie également par un catalogue numérique pour répondre à vos besoins. On a de nombreuses questions de la part des bibliothécaires, à vos besoins puis à ceux de vos usagers. Donc, on s'efforce depuis quelques années de produire simultanément aux ouvrages papier et les formats numériques, dont nous n'assurons pas la diffusion directe, mais qui sont disponibles sur Cyberlibris, entre autres. Pour terminer, je vais faire une petite synthèse sur une collection plus grand public qui nous tient à cœur. C'est la collection Guide pratique de l'aidant, qui s'adresse prioritairement aux familles et à tous ceux qui accompagnent au quotidien un proche nécessitant des soins soutenus ou une attention particulière. Cette collection, elle n'est pas abordée de la même manière que par les éditeurs grand public, puisque son principe, c'est un texte informatif, des conseils rédigés par un médecin spécialiste,
en complément de nombreux témoignages de parents ou de patients. Voilà. Donc le dernier de la collection qui s'intitule Mon enfant est-il accro aux jeux vidéo, conseils de vie au quotidien, vous a été présenté récemment par Jean-Pierre et à qui on remercie chaleureusement puisqu'on a noué des liens récemment et donc on apprécie énormément ce contact. Voilà. Jean-Pierre, on vous repasse la main à présent. Merci. Merci. Merci bien. Merci Valérie, merci Nelly. Je suis actuellement en ligne avec Monsieur Adnet qui n'arrive pas à brancher son micro et sa caméra. Donc normalement, il va intervenir. Hop. Frédéric, vous pouvez débrancher votre caméra maintenant, Nelly et puis Valérie. Je vous remercie beaucoup en tout cas. Monsieur Adnet? Oui. Ouais, vous avez juste à essayer de rebrancher votre micro maintenant. Alors là, il est branché là? Oui, ça y est. D'accord. Alors par contre, je décroche le téléphone. Ouais, on va voir si ça passe. Voilà, est-ce que vous pouvez parler maintenant? Est-ce que votre micro est bien branché de notre côté? Non, on ne vous entend plus du tout. Essayez votre caméra. Ok, je vais vous rappeler, on ne vous entend pas et on va vous faire intervenir de cette manière sur votre ouvrage. Donnez-moi une seconde. Hop. Oui, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Adnet. Alors j'espère que tout le monde vous entend bien. Vous allez intervenir de cette manière-là. Juste pour vous situer un petit peu, vous allez nous parler de l'ouvrage de garde. Il y a évidemment un petit écho. Donc, vous êtes professeur de médecine d'urgence à l'université Sorbonne Paris-Nord et chef du service des urgences de l'hôpital Avicenne et du SAMU de la Seine-Saint-Denis, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Ok. Et vous pouvez, alors j'espère que tout le monde entend bien, si je peux avoir quelqu'un témoin dans les assistances qui me disent que tout est ok au niveau du son, on vous entend bien. Hop. Oui, ben 1, 2, 3, 4. C'est pas trop mal, apparemment c'est bon. On vous écoute pour votre ouvrage. Oui, donc bonjour à tous. Oui, écoutez, c'est un ouvrage, ça fait déjà la 6e édition, donc ça fait 12 ans que l'on édite cet ouvrage. En fait, l'idée de cet ouvrage, c'était d'abord un ouvrage destiné aux praticiens et aux internes de notre service qui répondait à une problématique de faire des prescriptions rapides, détaillées, en fonction des pathologies, sans revenir sur la description des pathologies urgentes elles-mêmes. Et au fil des ans, on a eu l'idée donc de proposer ces protocoles aux éditions John Libet, et ça a eu un énorme succès, hein, puisque on en a vendu plus de 25 000 et on en vend vraiment plusieurs milliers chaque année. En fait, ce sont plus que des recettes, des guides de prescription en urgence dès que la pathologie a été identifiée. Et c'est une aide, je pense, vraiment importante et qui répond à un vrai besoin que d'avoir rapidement les posologies, le type d'ordonnance et les examens complémentaires à demander dès lors qu'on a fait ou évoqué un diagnostic. Donc on a rédigé comme ça 160 fiches diagnostiques pour lesquelles on donne les traitements, la prise en charge et les examens complémentaires à prescrire. Cet ouvrage est aussi introduit par un petit agenda. On sait qu'aux urgences, on a plein de numéros de téléphone à se rappeler. Et la première partie de cet ouvrage, enfin les quelques premières pages, sont destinées à noter tous les numéros utiles
vont avoir besoin et les praticiens des urgences pendant leur garde et les internes de garde. Donc c'est un ouvrage qui tient dans la poche de la blouse, qui a une application sur smartphone qui est très intuitive, et je dois dire que à la fois le bouquin et l'application, ça répond vraiment à un besoin. On ne peut pas tout savoir. La médecine d'urgence, c'est quelque chose de très transversal, et en urgence, on a vraiment besoin, on n'a pas le temps d'aller chercher dans divers ouvrages les posologies, les types d'antibiotiques, les types de médicaments à prescrire lorsqu'il y a une décompensation ou un soin urgent à apporter au malade. Donc voilà, donc on est très très heureux que cet ouvrage rencontre du succès. Tous les 2 ans, on refait une mise à jour avec toutes les guidelines et les recommandations internationales pour chacun des chapitres. Ils sont à chaque fois tous relus par des experts, et on est arrivé comme ça sur une page de manière très synthétique à pouvoir donner un vrai guide thérapeutique pour les pathologies aux urgences. Merci Frédéric. Vous avez terminé? Bah oui, Ouais. sauf si vous avez des questions. Bah, on verra à la fin si les auditeurs ont des questions. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre participation. Je vais raccrocher avec vous. Vous allez pouvoir continuer à nous entendre par la suite. D'accord? Merci à vous. Ok, pas de problème. Au revoir. Hop. Alors, je vois là. Je vais passer maintenant la parole à Jean-Baptiste Rieux, qui est responsable du laboratoire hématologie à l'IUCT Oncopole au CHU de Toulouse. Est-ce que vous êtes là? Hop. Je suis là. Est-ce que vous Super. m'entendez? Ouais, je vous entends très bien. J'espère que nos auditeurs aussi. Allez, super. Ouais. Vous voulez continuer une petite présentation de vous-même et puis de votre ouvrage, s'il vous plaît? Oui, ben, donc merci de m'offrir l'occasion de vous parler de cet ouvrage, Cytologie des hémopathies malignes, qui en fait est un mini-atlas très pratique dans lequel vous allez retrouver les critères de classification des principales hémopathies malignes qui sont diagnostiquées dans les laboratoires. Et donc, ces critères qui sont définis par l'OMS, avec une classification qui a été révisée en 2016. Donc, dans ces critères, évidemment, vous allez retrouver les résultats d'examens de base comme la numération formule sanguine, le myélogramme, mais aussi des examens complémentaires plus spécialisés comme l'immunophénotypage, la cytogénétique et la biologie moléculaire qui, comme vous le savez sans doute, sont maintenant des examens qui prennent une part très importante dans le diagnostic et dans le suivi de ces pathologies. À côté de ces critères diagnostiques, on va aussi avoir une part très importante de description qui va s'attacher à détailler de manière précise les anomalies cytologiques telles qu'on les rencontre au laboratoire lorsqu'on regarde un frottis sanguin ou médulaire d'un patient atteint d'une de ces pathologies. Donc, pour chaque anomalie décrite, vous allez également avoir des images qui sont légendées de très bonne qualité, puisqu'elles sont toutes issues du programme de formation médicale continue e-hématimage. Et donc, c'est ce côté descriptif finalement qui fait vraiment la singularité de cet ouvrage, parce que par rapport à d'autres livres plus généralistes et théoriques concernant l'hématologie, là, on va réellement y amener un côté pratique, paillasse de laboratoire. Donc, en fait, pour raconter un petit peu l'histoire de ce livre, au départ, j'avais créé un fascicule qui était à destination des internes en biologie médicale et des techniciens de mon laboratoire, justement pour regrouper un petit peu, faire la synthèse de ces critères diagnostiques de l'OMS, puisque c'est quand même un livre assez imposant et en anglais pas forcément accessible pour tout le monde, et y associer donc de l'image, puisqu'on est vraiment en hématologie, une discipline d'image, et il faut vraiment voir de quoi on parle. Et donc, depuis la révision 2016 de l'OMS, je le distribuais gratuitement à mes internes. Et petit à petit, mes internes ont grandi, sont devenus biologistes dans différents laboratoires privés et publics. Et donc, du coup, j'ai eu une demande un petit peu forte par rapport à ce fascicule qui était vraiment réservé à un usage très, très privé dans le cercle du CHU de Toulouse. Et donc, j'ai demandé aux éditions JLE s'ils étaient intéressés pour le publier. Et c'est comme ça que, donc, cette année, cet ouvrage est né. Donc, au niveau du public, vous l'aurez compris, on va
Cet ouvrage va principalement être destiné aux professionnels de santé qui travaillent dans les laboratoires de biologie médicale, donc qu'ils soient biologistes médicaux, internes ou techniciens de laboratoire. Mais cependant, l'hématologie reste quand même une discipline mixte qui est à la fois biologique et clinique. Et donc, tous les médecins qui sont impliqués dans le diagnostic et dans la prise en charge des patients atteints d'hémopathie maligne seront également intéressés par cet ouvrage puisqu'il leur permettra d'accéder très rapidement aux critères de diagnostic et en même temps leur donner un petit peu des idées sur les anomalies morphologiques qu'on voit au microscope, ce qui peut être intéressant pour également interpréter des commentaires de bilan d'analyse. Au niveau du format, donc évidemment, comme on voulait rendre vraiment cet ouvrage facile à utiliser et pratique, nous avons travaillé sur un format de poche qui se glisse dans la blouse et qui permet donc de consulter ce livre dès qu'on en a besoin, qu'on soit dans un service de soins, qu'on soit au cabinet ou qu'on soit dans le laboratoire. L'ouvrage est découpé en chapitres de façon assez simple puisque chaque chapitre correspond au grand groupe d'hémopathie maligne, toujours selon la classification OMS. Donc, vous allez retrouver un chapitre sur les syndromes myélodysplasiques, un autre sur les syndromes myéloprolifératifs, les leucémies aiguës, les lymphomes, etc., etc. Et au sein de chaque chapitre, vous allez avoir une fiche par pathologie à l'intérieur de laquelle vous aurez donc les critères diagnostiques OMS, la description cytologique et les photos qui illustrent ces anomalies cytologiques. Donc voilà, au final, un peu ce que je voulais vous dire sur cet ouvrage, qui donc, vraiment plus qu'un livre, est un mini-atlas pratique de paillasse qui sera très intéressant pour tous les professionnels de santé impliqués dans la prise en charge donc, des patients atteints d'hémopathie maligne et qui souhaitent avoir un accès rapide, synthétique à ces données-là sans avoir à fouiller dans Internet ou dans des grands ouvrages d'hématologie très riches mais très théoriques et dans lesquels l'information est parfois un petit peu diluée. Voilà ce que je voulais vous dire sur cet ouvrage. Merci Jean-Baptiste, c'était très clair. Merci à vous. On verra après s'il y a des questions sur votre ouvrage. Je vais passer maintenant la parole à Frédéric Ducancel, qui est directeur de recherche adjoint du département d'immunologie des infections virales et des maladies auto-immunes au CEA de Fontenay-aux-Roses, c'est bien ça? Oui, oui, c'est ça. On avait, si c'est possible, on avait organisé avec Benoît, avec qui on a co-coordonné cet ouvrage, qu'il commence et que je prenne le relais après. Donc, si ça ne vous dérange pas qu'on inverse les rôles, ça sera plus facile. Je vais me déconnecter et lui laisser la parole. Mais je reviens tout de suite. Il y a donc Benoît Schneider, qui est directeur de recherche au CNRS en sciences de la vie et enseignant à l'école polytechnique. C'est bien ça, Benoît? Oui, absolument. Super. Je vous laisse la parole pour présenter votre ouvrage qui est La révolution biotechnologique et la médecine de demain. Ok, bonjour à tous. Donc, c'est un plaisir de vous présenter ce nouvel ouvrage, La révolution biotechnologique et la médecine de demain. C'est un ouvrage qui est totalement inédit et qui illustre l'essor de nouvelles technologies qui sont développées depuis un peu moins de 20 ans par des chercheurs du monde académique, clinique ou privé, et des technologies qui trouvent application dans les sciences médicales et biomédicales. Et en fait, ces technologies, elles représentent actuellement pour le chercheur ou le clinicien des moyens innovants d'exploration des systèmes vivants, qu'ils soient dans un état sain ou pathologique, et qui permettent une exploration à l'échelle moléculaire, cellulaire ou de manière plus intégrée à l'échelle du tissu, de l'organe ou de l'organisme, et qui génèrent une quantité extrêmement importante de données sur le fonctionnement des systèmes vivants. Donc ces technologies nouvelles, elles permettent en fait de révolutionner notre façon d'appréhender un état pathologique chez l'homme, et elles permettent notamment de rationaliser de façon personnalisée la prise en charge d'un patient depuis le diagnostic d'une pathologie jusqu'à l'approche thérapeutique et d'aller vers ce que l'on appelle actuellement la médecine personnalisée. Donc, en raison de la diversité des technologies qui sont présentées dans cet ouvrage et des nombreuses applications biomédicales qui sont abordées,
Cet ouvrage s'adresse à un public très large, tel que les étudiants de licence et de master qui sont impliqués dans un parcours scientifique, en biologie, en physique, en informatique ou à l'interface de ces disciplines. Bien évidemment, c'est un ouvrage qui s'adresse aussi aux étudiants qui ont un parcours santé, donc en études de santé. C'est un ouvrage qui va également être destiné aux élèves de classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles et écoles d'ingénieurs, aux formations BTS, DUT en biotechnologie et analyse biologique, aux préparationnaires au concours de recrutement des professeurs certifiés et agrégés de sciences de la vie et de biochimie, génie biologique, mais aussi aux enseignants du secondaire et post-bac et à certains acteurs du monde médical. Donc en fait, tous ces publics trouveront de nombreuses informations sur les principes fondamentaux des technologies de pointe qui sont présentées et leur transposition et l'exploitation de ces technologies dans le domaine biomédical et clinique. Donc avec mon collègue Frédéric Ducancel et en tant que coordinateur de cet ouvrage, nous avons en fait sollicité plusieurs chercheurs du CNRS, de l'INSERM, du CEA, de l'université, des cliniciens des hôpitaux qui sont experts dans leur domaine et à qui nous avons accordé une relative liberté quant aux thèmes scientifiques considérés et à développer. Et c'est pourquoi vous trouverez dans cet ouvrage des chapitres qui abordent sous un angle conceptuel et technologique des pathologies distinctes telles que les cancers, les maladies virales et l'immunologie, les maladies métaboliques d'origine génétique et environnementale, certaines maladies géniques, les maladies neurologiques ou encore les traumatismes du squelette. Et on a essayé de structurer tous ces chapitres de la même façon, à savoir en 3 parties, où on aborde d'abord une description de la pathologie concernée et les tests qui sont classiquement utilisés pour caractériser la maladie. Dans un deuxième temps, on a une présentation de là où des technologies de pointe qui sont maintenant utilisées et seront abordées par exemple la spectrométrie de masse, la RMN, le deep sequencing, l'optogénétique, la cytométrie de masse, l'imagerie multimodale. Et dans un troisième temps, est abordée l'application de ces nouvelles technologies à l'analyse de la pathologie donnée en présentant les avantages, les limites, les développements restants à effectuer par rapport aux technologies existantes. Et enfin, chaque chapitre statue sur le gain de ces nouvelles technologies pour la médecine personnalisée. Donc chaque chapitre se veut d'être didactique, très illustré et à plusieurs niveaux de lecture selon le lectorat. On trouvera des encadrés pour aller plus loin, ce qui pourra satisfaire un public avide de connaissances. On trouvera également des chapitres intitulés « Regard d'experts » sur la technologie ou la discipline et qui invitent ainsi le lectorat à réfléchir sur des questions d'éthique, sur la sécurisation des données ou sur ce que pourrait être le parcours de soins à l'hôpital de demain grâce à l'essor de ces technologies dans le monde clinique. Donc je vais laisser maintenant Frédéric conclure sur cet ouvrage. Merci Benoît. Oui, beaucoup de choses ont été dites et donc l'idée était vraiment, quand on a réfléchi à la genèse de cet ouvrage et de sa structuration, c'était vraiment de relier les évolutions biotechnologiques, technologiques, comme ça a été dit, qui sont mises en place par les chercheurs du domaine académique et également privé et cliniciens, avec un éclairage vers l'exploitation sociétale à travers leur application dans le domaine de la médecine. Et vraiment, ce qui est important, c'était de donner l'opportunité aux lecteurs de relier ce qui se fait, les outils qui sont initialement plus recherche, mais de donner des illustrations de ces outils développés dans un but plutôt de connaissance d'amont, d'illustrer comment ces outils peuvent se projeter dans l'évolution d'une médecine plus ciblée, plus précise, plus globale dans son appréhension des dysfonctionnements qu'elle a à traiter, et donc une médecine, bien sûr, comme ça a été dit, qui sera plus personnalisée
donc en limitant, si possible, les dommages collatéraux cellulaires moléculaires que l'on observe dans beaucoup de cas actuellement d'une médecine moins ciblée, moins personnalisée. Donc c'était vraiment important pour nous de montrer cette relation, cette évolution, cette révolution biotechnologique. On est vraiment dans une période de révolution, on le voit à travers toutes les technologies et techniques, tous les omiques au sens général. Hein. On a commencé très tôt avec la génomique, et la génomique est maintenant omniprésente, elle est décrite dans cet ouvrage, bien sûr, mais il y a également tout ce qui est associé au domaine de la biologie moléculaire. Les protéines recombinantes sont maintenant des incontournables en médecine actuelle et elles le seront de plus en plus. On ne parle pas des vaccins ARN ou autres protéines recombinantes contre le SARS-CoV ou autres, qui sont également l'émanation d'eux, mais également tout ce qui est thérapie génique, thérapie cellulaire, et comme ça a été dit, les stratégies d'investigation peu ou pas invasives, telles que l'imagerie in vivo multimodale et d'autres stratégies qui sont peut-être pas encore complètement rentrées. On parle de spectro de masse, on parle de typage complexe des cellules, par exemple, identifier précisément les familles de cellules qui sont mobilisées, qui sont modulées quand une pathologie s'exprime, quand une infection s'installe. C'est important pour pouvoir suivre, pour pouvoir adapter, moduler l'acte thérapeutique ou la stratégie thérapeutique derrière. Donc, je pense que c'est un ouvrage qui, comme ça a été dit par Benoît, va intéresser à la fois des étudiants dans le domaine universitaire qui se dirigent vers des masters et peut-être vers des doctorats, mais également des étudiants qui sont dans des filières technologiques et également des étudiants, comme ça a été dit, qui préparent des concours. Hein, l'agrégation de biochimie, génie biologique est bien sûr particulièrement ciblée, mais également en médecine et pourquoi pas les grandes écoles de veto et autres filières. La chose aussi qui est importante et qui ressort de cet ouvrage, et on le voit, et c'est certainement quelque chose qui devra être suivi dans l'avenir, c'est la gestion de l'ensemble des données qui sont issues de ces évolutions et de cette révolution biotechnologique. On est avec ces approches en capacité de générer beaucoup d'informations, et maintenant un des défis qui se pose et qui permettra aussi sa transposition dans le monde de la médecine et sa prise en charge et sa prise en main par les acteurs du monde médical, c'est vraiment le traitement, l'analyse, la modélisation de l'ensemble de ces données. Donc, il y a quelques éléments qui le montrent dans cet ouvrage, mais c'est sans aucun doute un élément d'évolution et de révolution qui est couplé à ces évolutions, à cette révolution biotechnologique. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là et je suis prêt à répondre et nous sommes prêts avec Benoît à répondre aux questions s'il y en a. Merci pour votre écoute. Merci Benoît, merci Frédéric, c'était très clair, merci beaucoup à vous. Je vais passer maintenant la parole au public. S'il y a des questions aux auteurs, à l'éditeur, n'hésitez pas à me les envoyer par écrit, ou si vous voulez prendre la parole, je vais regarder s'il y a des mains qui se lèvent. Je vous laisse un petit peu de temps pour taper vos questions, ou si vous voulez en poser tout simplement. Je vais regarder dans les questions. Non, apparemment, il n'y a pas de questions pour le moment. Hop. Je vais voir au niveau des intervenants. Non, j'ai pas de questions du tout. Tout a été clair. Tout a été très clair, je pense. Parfait.
Attendez, je regarde. Ah si, ça y est. Hop. Ok, non, bah non, il y a rien. Ok, bah je vais conclure la séance. Donc, je vous remercie à tous de votre attention. Un grand merci évidemment à Valérie et Nelly, à Jean-Baptiste, Benoît, puis aux deux Frédéric pour leur participation qui ont été riches en informations. Avec l'équipe Cyberlibris, on espère que le format vous a plu et n'hésitez pas par retour de mail à nous faire part de vos impressions et suggestions pour cette formule, cette nouvelle formule. Je vous retrouve quant à moi le mardi 13 juillet à 11 h pour une séance, on va dire, plus classique, qui sera la dernière séance avant l'été. Puis pensez également à nous suivre sur Twitter, puis retrouver la vidéo sur YouTube. Bonne journée à tous et puis à très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. À bientôt. Merci.